solide avec changement de phase. J'entends quelque chose, je sais pas s'il y a un problème. C'était le démarrage de l'enregistrement. Tu peux y aller. Ok, ok. Donc, la thèse sur la simulation de systèmes liquides solides avec changement de phase en utilisant des réseaux de neurones informés par la physique. Donc, la thèse est encadrée par Francky Ludens, Corentin Lotaudet et Yonu Tanel. Donc, je vais commencer par présenter rapidement qu'est-ce que ça veut dire un réseau de neurones et un réseau de neurones informé par la physique. Donc, peut-être vous le savez déjà. Donc, un réseau de neurones avec n couches peut être représenté comme la composition de n fonctions paramétrées Lk. Donc, pour chaque cas, Lk représente la couche et θk, c'est les paramètres associés à cette couche. Donc, il existe plusieurs types de réseaux de neurones. Des réseaux de neurones convolutifs, des réseaux de neurones récurrents. Mais dans cette présentation, on va utiliser uniquement des réseaux de neurones de feed-forward ou bien multi-layer perceptron. Dans ce cas-là, le choix de la couche va être une fonction non linéaire appliquée sur une transformation linéaire. Donc, les paramètres pour chaque couche dans ce cas vont être une matrice de paramètres, donc CWK, et un vecteur de paramètres. Donc là, on a une image, une représentation, disons, d'un réseau de neurones de type MLP avec trois entrées. Donc, on a un certain nombre de couches cachées, chaque couche cachée de quatre neurones, et on a deux sorties. Donc, en général, on monte la sortie avec l'échappement, ou bien Uθ, donc ça dépend. Alors, comment on va ajuster les paramètres de ce réseau de neurones? Donc, ce qu'on appelle souvent dans la littérature l'entraînement ou bien l'apprentissage. Donc ici, on va considérer un exemple très simple. Donc un réseau de neurones avec quatre couches cachées, quatre couches, donc trois couches cachées, et chaque couche contient un seul neuron. Donc on va considérer une fonction Q, une loss function qui va calculer en fait l'erreur entre la prédiction U chapeau et les observations. Donc ici, on possède des observations. Donc l'apprentissage peut être divisé en deux étapes fondamentales. Donc on a la forward propagation. Donc c'est l'étape qui permet de calculer la prédiction U chapeau. Donc on va calculer des transformations linéaires. Ensuite on va appliquer la fonction d'activation, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne la prédiction U chapeau. Donc ensuite on calcule le loss. Et pour ajuster les paramètres, on utilise une descente de gradient. Donc, on doit calculer le gradient de la fonction Q par rapport aux paramètres. Et pour le faire, on utilise la backpropagation. Donc, en général, lorsqu'on calcule les transformations linéaires, on calcule aussi les dérivées de ces transformations par rapport aux paramètres. Et pendant la backpropagation, on va juste appliquer la règle de la chaîne. Donc ici, on va, par exemple, pour calculer la dérivée de L par rapport au paramètre θ4, on va calculer la dérivée de L par rapport à Z4, multiplié par dZ4 sur dθ4, et ainsi de suite. Donc finalement, on met à jour les paramètres du réseau de neurones en utilisant une descente de gradient. Donc on peut reformuler l'entraînement ou bien l'apprentissage comme étant un problème d'optimisation. Donc, on a un problème d'optimisation où on minimise la fonction coût par rapport aux paramètres du réseau. Euh, si j'ai une erreur, donc approximation. Donc là, je vais présenter un cas de test très simple. Donc, on va approcher la fonction sinus de pi x avec un réseau de neurones, mais en utilisant des observations. Donc, on a un certain nombre d'échantillons dans le domaine 0,1, donc ils sont échantillonnés de manière aléatoire selon une loi uniforme. Et là, par exemple, en utilisant une fonction pour mean square error, donc à chaque itération, on va minimiser cette fonction et au fur et à mesure, on va approcher la fonction sinus dans le domaine 0,1. Donc, l'une des propriétés en fait fondamentales des réseaux de neurones, c'est leur capacité d'approximation.
vous pouvez voir ce référence-là qui prouve certains résultats mathématiques sur les propriétés d'approximation des réseaux de neurones. Donc maintenant, on va passer au réseau de neurones informé par la physique. Donc dans ce cas, on se place dans une situation, on est limité en termes d'observation, on n'a pas des observations, ou bien on a un certain nombre qui est très petit. Par exemple, dans le cas de la sinus, au lieu, par exemple, ici, il y a 15 observations, on aura juste une ou bien deux observations. Donc, dans ce cas-là, on va supposer, par exemple, on a des lois physiques qui sont vérifiées. Par exemple, une équation aux dérivées partielles, une équation différentielle et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, on peut approcher la solution par un réseau de neurones. Donc, on va juste remplacer le U par U θ, donc le réseau de neurones, puisqu'on peut évaluer le réseau de neurones en n'importe quel point. Donc, on va remplacer, on va construire des fonctions coûts. Donc, on a la première fonction coût qui va assurer que le résidu est vérifié sur le domaine. Ensuite, la fonction coût pour les conditions au bord. Dans ce cas, donc, on a un problème instationnaire. Donc, on a une condition initiale et celle-ci doit être vérifiée, bien assurée, qui est vérifiée en utilisant une loss sur la condition initiale. Donc là, pour calculer chaque fonction coût, on va seulement échantillonner dans le domaine euh, en utilisant en fait une loi uniforme. Et on va calculer la mean squared error à l'intérieur du domaine. Donc là, par exemple, on a un schématique d'un réseau de neurones informé par la physique. On a deux entrées, on a le X pour l'espace, le T pour le temps. On calcule la prédiction U θ ou bien U chapeau. Et ensuite, en utilisant la différenciation automatique, on peut calculer la dérivée de U θ par rapport au temps, on peut calculer des opérateurs non linéaires plus compliqués. Ensuite, on construit la fonction coût et on minimise cette fonction coût par rapport aux paramètres du réseau. Donc ça, c'est le principe général d'un réseau de neurones informé par la physique. Donc ici, on va reprendre le cas de la fonction sinus, mais cette fois-ci en utilisant la physique en fait. Donc au lieu des observations à l'intérieur du domaine, on va juste utiliser le fait que, par exemple, sinus de Px vérifie cette équation-là. Ça, c'est une équation de chaleur stationnaire avec condition de Dirichlet homogène. Donc on va construire le loss pour le résidu. Donc, le résidu, c'est U seconde plus 4pi sinus de Px. Et en fait, la dérivée, comme j'ai précisé, on va le calculer en utilisant la différenciation automatique. En fait, la différenciation automatique, elle est disponible à peu près dans toutes les bibliothèques de deep learning, d'apprentissage profond. Donc, par exemple, là, moi, j'utilise personnellement PyTorch. Donc, ensuite, dès qu'on calcule la loss résiduelle, on calcule la loss pour les conditions au bord. Donc, ici, on doit pénaliser la solution, ou bien la prédiction du réseau de neurones en 0 et en 1 pour vérifier les conditions de Dirichlet homogène. Et en minimisant la somme des deux, donc ce loss-là, on va finalement obtenir une bonne approximation de la fonction sinus de Px. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, on n'a pas utilisé des observations, on a juste les conditions au bord. Et finalement, on arrive vers le même résultat de l'approximation de la fonction sinus. Donc là, c'est en ce qui concerne c'était une présentation à peu près générique sur les réseaux de neurones informés par la physique. Là, maintenant, on va voir donc les problèmes qui m'intéressent dans la thèse. Donc, c'est des problèmes de conduction de chaleur. Donc, le premier problème qu'on va voir là, c'est le problème de Stéphane. Donc, c'est un modèle, en fait, mathématique de conduction euh, avec changement de phase, mais pas avec la convection naturelle. Donc, on considère que les effets de la convection naturelle, c'est-à-dire les effets du fluide, sont négligés. Donc, ici, on a un glaçon qui est chauffé à gauche, donc à une température chaude. Donc, il est initialement à une température froide θc, il est chauffé à gauche à une température chaude. Et en fait, on a la température dans ce cas vérifiée deux équations de chaleur. Donc, on a une équation de chaleur dans la partie liquide et une autre équation de chaleur dans la partie solide.
Donc, entre ces deux régions-là, on a l'interface liquide-solide qui vérifie la condition de Stefan. Donc, c'est une condition qui est dérivée à partir de certaines lois physiques. Donc là, FO, donc FO, c'est le nombre de Stefan, le nombre de Fourier, et STE, c'est le nombre de Stefan. Ce sont des nombres adimensionnels. Donc là, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la méthode d'enthalpie. Donc cette méthode, en fait, en fait, de transformer le problème de deux EDP avec une interface qui bouge à un problème avec une seule EDP dans un domaine fixe, en fait. Donc, on a l'enthalpie du système qui est la température plus 1 sur Stéphane fois phi de θ. Donc, phi de θ, c'est la fraction, donc la fraction liquide. Donc, c'est juste une fonction Heaviside. Donc, en fait, l'enthalpie vérifie l'équation de la chaleur. Donc, on a dt de l'enthalpie moins FO, la dérivée seconde de la température. Pour calculer, en fait, les dérivés, donc, puisqu'on va calculer des dérivés, il faut régulariser l'enthalpie. Pour cela, on va remplacer le phi, donc la fonction Heaviside, par une fonction régulière. Et on va considérer dans ce cas 1 sur 2 plus facteur de 1 plus tangente de θ sur delta. Donc delta, en fait, c'est le paramètre qui contrôle en fait le changement vers la partie entre la partie liquide vers la partie solide. Donc finalement, on obtient le problème régularisé, donc problème de Stéphane régularisé, où on a phi de delta au lieu de phi. Donc dans tout ce qui suit, donc on va considérer que delta égale à 5 fois 10 moins 2, juste pour fixer ce paramètre-là. Alors, donc on va maintenant résoudre ce problème en utilisant des réseaux de neurones informés par la physique. Donc là, on a le θ qui prend en entrée le temps et l'espace, donc la température de pont juste du temps de l'espace. Donc on aura deux entrées, une seule sortie. Donc la sortie, c'est la température. Donc dans ce cas-là, on va évaluer, donc on va utiliser la méthode Pins pour deux cas particuliers. Donc pour les deux cas, on va fixer le nombre de Fourier à 10-2, la température chaude à 1 et la température froide à moins 0,5. Donc dans le premier cas, on a un saut d'enthalpie qui est modéré, donc un saut d'enthalpie qui est normal. Dans le deuxième cas, on a un saut d'enthalpie qui est fort. Donc là, je reviens juste vers la formulation de l'enthalpie. On va voir ici si on a θ qui est Stéphane qui est petit, donc on aura un saut qui est normal. Donc si le Stéphane il est assez petit, donc on aura un saut qui est plus important, plus important. Donc là, on a les résultats de la simulation. Donc ça, en fait, on a la solution. Donc on utilise toujours donc dans toute cette présentation, on va toujours afficher les simulations par la méthode des pins et afficher une solution de référence avec une méthode ou bien un solveur classique. Donc là, en l'occurrence, on utilise une solution de différence finie pour comparer les résultats avec les prédictions de la méthode pins. Donc pour le premier cas, donc là, on affiche la solution à la fin de la simulation, le temps final de la simulation. Donc ici, on a le domaine de temps, c'est entre 0 et 1. Et ici, on affiche à t égale à 1. Donc là, on a, pour le premier cas, donc une bonne approximation de la solution. Donc ici, on affiche la solution près de l'interface. L'interface, c'est la ligne là qui est pointillée. Donc, pour le deuxième cas, on remarque que on n'arrive pas à approcher correctement la solution. Donc là, déjà, on remarque qu'on a un fort gradient. Donc, en fait, le flux de la température, il est discontinu. Donc, on a un fort gradient là. Et le réseau n'arrive pas vraiment à capturer la solution. Donc là, pour ces solutions-là, on a juste minimisé la loss associée à la condition initiale, la loss
Donc, la somme de la loss à la condition initiale, la loss aux conditions au bord et la loss associée au résidu. Donc, alors, une méthode bien, une piste pour améliorer, en fait, l'approximation de la solution. Donc, on va remplacer la loss, donc la loss précédente. On n'avait que la somme des loss pour chaque terme. Donc là, on va pondérer cette loss. Donc, on a oméga 0 L0, oméga B LB et oméga R LR. Donc là, on remarque que si on ajoute ces poids-là, donc là, on va utiliser un algorithme d'adaptation de poids, donc qui se trouve dans ce papier-là. Et on va remarquer déjà qu'on a une très bonne approximation par rapport à ce qu'on a déjà obtenu. Donc là, en fait, la question maintenant qui va se poser, comment on va choisir ces poids-là? Donc là, en l'occurrence, on a utilisé cet algorithme-là. Donc, premièrement, pourquoi ça marche? Donc déjà, pourquoi ça marche? Donc ici, si on revient vers la mise à jour des paramètres, on va remarquer que donc on a la mise à jour, c'est θ t plus 1 égale à θ de t moins eta fois le gradient de la fonction coût par rapport à paramètre. Donc là, si on remplace le loss avec une loss qui est pondérée, on va obtenir cette formule-là. Donc là, on va remarquer que lorsqu'on ajoute le oméga 0, on pourra en fait changer le pas d'apprentissage pour chaque terme de fonction coût. C'est-à-dire qu'on peut en fait équilibrer de manière correcte la contribution de chaque terme de fonction coût. Et du coup, donc, on a ici des résultats pour des différentes méthodes de pondération. Donc ici, si on utilise tous les poids qui valent 1, donc on a déjà une erreur relative de 10 moins 1. En fait, c'est le premier cas que j'ai montré là. Donc on peut tester des poids. Donc on peut tester par exemple, donc ici le oméga 0 qui est égal à 100, le oméga B, oméga R qui est égal à 1. Donc là, par exemple, on a plus pénalisé la condition initiale. Et dans ce cas-là, on a obtenu une approximation avec une erreur d'ordre 10-2. Et finalement, cet algorithme-là, donc en fait, le principe de cet algorithme, donc en principe, il va juste équilibrer ces gradients-là. Par exemple, le oméga 0, donc à peu près, il va prendre en fait, la norme de ce gradient de la loss résiduelle, il va le diviser sur le gradient la norme du gradient de la loss par rapport à la condition initiale. Donc pareil, pour la loss condition au bord, il va juste diviser en fait la norme du gradient de loss résiduelle sur la norme du gradient de loss associé à la condition au bord. Donc dans ce cas-là, on aura à peu près une contribution équilibrée et c'est pour ça en fait on a une approximation meilleure de la solution. Donc on a testé d'autres méthodes. Donc vous pouvez voir un autre article donc là pour plus de détails. Donc maintenant, on va passer en cas de dimension supérieure. Donc pour l'EDP, donc on va juste ajouter la diffusion par rapport à l'axe des Y. Donc avant, il y avait juste la dérivée seconde par rapport à X. Donc maintenant, on a Laplacien de la température. On va tester deux configurations différentes. Donc premier cas test, on a une fusion unidirectionnelle, c'est-à-dire on chauffe ici côté à gauche et on a l'interface qui se déplace de façon verticale. Donc le deuxième cas, ce qu'on appelle la solidification d'un coin. Donc on va refroidir la partie à gauche, la partie au-dessous et là dans les autres on va appliquer juste les conditions de norme homogène. Donc pareil là, donc on a des conditions de norme homogène en haut et en bas. En fait, ces cas tests nous permettent de tester, donc, par exemple, le premier cas test, il va nous permettre de tester la scalabilité de la méthode.
À peu près ici, donc on a un changement de phase unidimensionnel, mais plutôt dans un domaine de D. Le deuxième cas, il est plus compliqué. Cette cas-test nous permet de tester la scalabilité et les conditions de type Dirichlet, donc conditions plus compliquées. Donc, dans ce cas-là, pour la méthode PINS, on va considérer, donc ça, c'est directement les résultats, mais on va considérer un réseau de neurones de trois entrées. Donc, on aura le temps, le X et le Y pour l'espace, et pour la sortie, on aura juste la température. Donc, pareil, il faut construire une losse par rapport aux conditions initiales, par rapport à la condition initiale. Donc, la losse par rapport aux conditions au bord. Donc là, donc, ce qui change, on a des conditions au bord de type Norman. Euh, En fait, c'est les dérivés. Donc, la dérivée normale, on peut aussi calculer en utilisant la différenciation automatique. Il n'y a pas de souci. Et finalement, on va calculer la losse associée au résidu. Donc là, ce que je vous montre, c'est en fait l'erreur absolue au temps final de la simulation. Donc ici, on obtient bien une solution, bien une erreur d'ordre 10-3 pour le premier cas et une erreur d'ordre 10-2 pour le deuxième cas. Donc ici, on a le temps final qui est 1. Le temps final, dans ce cas-là, c'est 0,1. Donc là, parce qu'on a le nombre de Fourier qui est plus grand, donc le temps de référence aussi, il est grand. Et du coup, on a un changement de phase rapide. C'est pour ça on a le temps final qui est petit. Donc aussi les détails pour ce cas-là, donc tous les détails sont présentés dans l'article. Vous pouvez le consulter si besoin, ou bien me poser des questions à la fin aussi. Donc là maintenant, on va passer des modèles mathématiques plus compliqués. Par exemple, le modèle de la convection naturelle. Donc là, on a la conduction thermique, mais on a aussi le fluide qui bouge et qui influence sur la diffusion de la température. Donc là, par exemple, lorsqu'on chauffe euh, à gauche et on refroidit à droite, donc les particules de plus grande température vont repartir en haut, les particules de basse température vont descendre. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la flottabilité. Donc, en fait, le mouvement de fluide, on va le modéliser avec les équations de Navier-Stokes, première équation, la deuxième équation. Donc, la flottabilité, donc, on va la modéliser ou bien l'approcher avec la force de Boussinesq. Donc là, on va supposer que la flottabilité se produit juste dans l'axe des OY. C'est pour ça on a moins FB de θ fois EY. Et finalement, pour le transfert de chaleur, on a juste une équation de chaleur. Donc effectivement, ce terme-là pour coupler le mouvement de fluide et le transfert de chaleur. Donc dans ce cas-là, on a un réseau de neurones. Donc pour la méthode PIN, si on veut utiliser, on va utiliser un réseau de neurones de trois entrées. Donc on a le temps, le X et le Y pour l'espace. Et pour la sortie, on aura premièrement donc le champ de vitesse qui contient deux composantes. Donc, on a le UX et le UY. Donc, la vitesse par rapport à l'axe, la vitesse par rapport à X, la vitesse par rapport à Y. Ensuite, on a la pression et on a aussi la température. Donc, on a quatre composantes. Donc, les réseaux de neurones, dans ce cas, vont être plus grands par rapport aux réseaux de neurones utilisés précédemment. Donc, on a un modèle qui est plus compliqué et qu'on a besoin de plus de couches, plus de neurones. Donc, en fait, ici, le RA, le nombre de Reynolds, le nombre de Rayleigh, le nombre de Reynolds, le Prandtl, c'est des nombres adimensionnés, donc c'est des constantes, en fait, données. Donc là, on a les résultats de la simulation en utilisant des réseaux de neurones informés par la physique. Donc, on remarque qu'on a bien capturé la convection naturelle, donc le vortex. Et on a bien donc il y a ici une erreur. C'est pas le module, en fait, de la température, c'est juste la température. Donc là, à gauche, on a le champ de vitesse. En fait, le module
du champ de vitesse, et on a le champ de vecteur, en fait. Là aussi, pour la température, on remarque que on a bien ce phénomène en fait, on remarque qu'on a beaucoup de fusion dans la partie en haut, parce que, comme j'ai dit, en fait, les particules de haute température se déplacent dans cette partie, dans cette région-là, et les particules de basse température, descendent, en fait. Du coup, on a bien capturé ce phénomène. Donc, les paramètres de la simulation sont présentés là. Donc, Rayleigh de 10 à la puissance 4, Prandtl 0,71. Et le Rayleigh, qu'on me prend le Reynolds qui est la racine de Rayleigh sur Prandtl. Donc, la température chaude, c'est 1, et la température froide, c'est moins 0,5. Donc là, on a les erreurs. Donc, par rapport à une solution de référence. Donc là, on a une solution de référence élément fini. Et on remarque qu'on a, pour le champ de vitesse, on a une erreur d'ordre 10-3. Pour la température, pareil, une erreur 10-3. Ici, pour la pression, on compare en fait le module du gradient de la pression, parce que on obtient en général la pression à une constante près. Donc là, le temps final de la simulation, c'est 21,1. Donc là, c'est en fait les erreurs à la fin de la simulation, le temps final de la simulation. Alors, maintenant, on va passer au modèle mathématique donc, modèle mathématique on a un changement de phase avec la convection naturelle. Donc, avant, il y avait que le fluide, et maintenant, on a une partie qui contient une partie qui contient le liquide, et une partie liquide, une région liquide et région solide. Donc, on modifie le modèle de la convection naturelle comme suit. Donc, premièrement, on va introduire ce A-θ. Donc, c'est une constante, en fait, qui est égale à 0 dans la partie liquide pour obtenir le modèle de la convection naturelle, équivaut à une grande constance dans la partie solide. Donc, pour une grande constante, donc lorsque A-θ vaut une grande constante, le U doit être trop petit pour que cette équation-là soit vérifiée. Du coup, le champ de vitesse va être nul. Donc, on n'a pas de mouvement dans cette partie-là. Donc, on change le modèle de transfert thermique, qui était juste une équation de chaleur, par le problème de Stefan. Donc là, on va prendre en considération le changement de phase. Et là, en fait, comme avant, donc, on va prendre un réseau de neurones de 3 entrées, de 4 sorties, donc le champ de vitesse, la pression et la température. On doit calculer les losses. Donc, premièrement, la losse par rapport à la condition initiale, la losse par rapport aux conditions au bord. Et ensuite, ici, on a donc comme le cas précédent, la losse. Donc, on a 3 équations pour le résidu. Donc, on doit calculer donc une losse qui contient en fait, euh, 3 losses pour chaque résidu. Alors, donc là, on a les résultats au temps final de la simulation, utilisant la méthode des pins. Donc là, à gauche, on a le champ de vitesse. Donc on a le module en fait du champ de vitesse et les lignes de champ. Donc on remarque qu'on a bien donc l'effet de la convection dans la partie liquide. Et là, on remarque que on n'a pas, en fait, les flèches sont des points, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mouvement de fluide, on n'a pas de mouvement, en fait, dans cette partie-là. Et ça, c'est à cause du modèle qui inclut le terme A-θ, donc ce que j'ai expliqué. Donc là, pour la température, donc même remarque qu'il n'y a pas le module, ça c'est juste une erreur. Oui. Donc là, on voit que là, on a la convection naturelle dans la région liquide, et ensuite dans la partie solide, donc il n'y a pas de mouvement. Donc,
Donc tout est cohérent avec la physique. Donc ici, vous avez les paramètres de la simulation. Donc le temps, la température chaude qui est 1, la température froide, 0,01. Hop. Et là, donc, on a les erreurs. Donc, on a, pour le champ de vitesse, donc, on a une erreur d'ordre à peu près 10-3, disons. Même là, on a juste un petit peu d'erreur, 10-2, ce cas, dans cette région-là. Donc, pour la température, c'est d'ordre 10-2. Et pareil pour le gradient de la pression. Donc, c'est-à-dire que finalement, les résultats obtenus par les réseaux de neurones informés par la physique sont toujours cohérents avec les solutions obtenues par des solveurs classiques. Ok. Donc, pour la conclusion, donc ce qu'on a vu dans cette présentation, on a fait des simulations de différentes configurations de matériaux en changement de phase. Donc, pour le cas du problème de Stéphane, on a prouvé que pour une solution régulière, on peut approcher sans problème de solution, mais pour des problèmes qui sont à peu près irrégulières, donc sharp solutions, on a des difficultés d'apprentissage et il faut adresser ces difficultés, par exemple, en utilisant une loss pondérée, c'est-à-dire que rechanger ou bien jouer sur la contribution de chaque loss, de chaque composant de la fonction loss. Donc, on a vu aussi qu'on peut utiliser cette méthode pour des configurations, ou bien des modèles complexes, des modèles sophistiqués comme la convection naturelle, donc le changement de phase avec la convection naturelle. Donc, pour les perspectives, donc on pourra tester par exemple des configurations avec des paramètres plus durs, par exemple, augmenter le nombre de relais, par exemple, ou bien, donc, on peut utiliser la méthode PINS dans sa forme, on peut dire, avantageuse. En effet, donc, ce qu'on a utilisé, ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est l'utilisation des réseaux de neurones informés par la physique comme étant un solver classique. Donc, on a utilisé que des données de la condition abord, données pour conditions initiales. Et en fait, pour la méthode PINS, il y a en fait la possibilité d'utiliser des données à l'intérieur du domaine, donc régulariser l'apprentissage. Donc ici, on peut aussi inférer des paramètres dans le modèle mathématique. Donc en fait, dans les modèles mathématiques, on a par exemple utilisé une approximation de la flottabilité, la force de Boussinesq. Avec les pins, par exemple, c'est possible de remplacer des approximations avec des réseaux de neurones. Donc, en utilisant des données expérimentales, par exemple, on peut finalement aboutir à des résultats qui sont plus proches, en fait, des, des expériences, des choses réelles, en fait. Donc, on pourra aussi tester donc ici, on a juste présenté des cas dans des géométries rectangulaires. Donc, on pourra aussi tester des cas dans certaines géométries plus complexes. Donc, merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Bailey. Je coupe l'enregistrement. Hop. C'était. Enregistré, toi, tout enregistré. En dessous. Ah oui. Ouais. Ok. Ouais.